Ce programme contient des scènes de violence et des images à caractère sexuel susceptibles de heurter la sensibilité de certains. Saw, l'histoire de deux hommes qui se retrouvent à la merci d'un tueur en série sadique. Il orchestre un jeu au sein duquel ses victimes doivent choisir entre vivre avec une horrible défiguration ou mourir. Il les torture, il les teste. Si vous ne lui obéissez pas, vous n'en ressortirez pas vivant. Saw n'est peut-être qu'un film, mais dans notre monde bien réel, un simple livreur de pizza va se retrouver au cœur du même genre de scénario mortel. Ce n'était qu'un jeu, mais un jeu dont l'issue était la mort. C'était le film Saw en vrai. Et comme dans Saw, l'épilogue de ce meurtre effroyable va vous laisser bouche bée. Personne ne s'attendait à un tel revirement de situation. Cette affaire était une machination triste et génialement machiavélique qui a mal tourné. Cette affaire était une machination triste et génialement machiavélique qui a mal tourné. La sortie en salle du film Saw par Lionsgate donne le coup d'envoi de la franchise de films d'horreur la plus accomplie de l'histoire. Les 7 Saw ont remporté 874 millions de dollars au box-office mondial. Saw développe un concept complètement novateur pour un film d'horreur. Franchise de films d'horreur la plus accomplie de l'histoire. Les 7 Saw ont remporté 874 millions de dollars au box-office mondial. Saw développe un concept complètement novateur pour un film d'horreur. Il y est question d'un jeu dangereux et de la limite du sens moral. L'anti-héros du film est un dénommé Jigsaw, ou tueur au puzzle. Il attire 2 étrangers dans une salle de bain minable et les fait jouer à un jeu à l'issue duquel ils vivront ou mourront. Ce qui est génial dans Saw, c'est que quiconque regarde le film peut s'identifier. Pensez à ce qu'il faisait 2 minutes avant d'entrer dans la salle de bain. Et se demander dans quel cauchemar tordu il est tombé. À Erie, en Pennsylvanie, un homme d'âge mûr, Brian Wells, est piégé dans une intrigue digne de Jigsaw. Lui aussi doit suivre une liste d'instructions s'il veut sortir indemne de cette situation cruelle. Le 28 août 2003, Et voilà 20. un certain Brian Wells, bizarrement vêtu, entre dans une banque avec une canne. La personne suivante? Bonjour, ça va? Très bien, merci. Il était très calme, il faisait la queue et il attendait comme un client normal. C'était l'après-midi. J'imagine qu'il y avait du monde. Quelques clients remarquent l'apparence étrange de Brian. Il avait une canne et il portait un étrange attirail que les curieux ont pris pour un harnais. Comme on en porte quand on a un problème au cou. L'un des clients de la banque a entendu un petit tic-tac, sans trop savoir ce que c'était. La personne suivante? Que puis-je pour vous? L'un des clients de la banque a entendu un petit tic-tac, sans trop savoir ce que c'était. La personne suivante? Que puis-je pour vous? Elle a pris la lettre, l'a ouverte et l'a lue. Il était écrit « Rassemblez tous les employés et donnez-moi les codes d'accès. Je veux 250 000 dollars. » Je n'ai pas le temps. Il a soulevé son t-shirt pour lui montrer ce qu'il portait dessous. C'était une grosse boîte.
C'est là qu'elle a compris que cet homme avait une bombe. Elle est tout de suite allée voir sa directrice, qui se trouvait à côté. C'était un hold-up. Quoi? La directrice a pris la lettre, l'a lue et s'est rappelé qu'il fallait 2 directeurs pour ouvrir la chambre forte. Mais ce jour-là, elle était seule. Restez calme, toute seule, je ne peux pas ouvrir la chambre forte. Incapable d'avoir accès au coffre, la directrice est prête à tout pour faire partir le cambrioleur. Donnez-lui ce qu'on a au guichet. D'accord. Donnez-lui tout. Bien. La guichetière est allée derrière le comptoir, a pris un sac et l'a rempli de tout l'argent qu'elle a trouvé. Mais il n'y avait que 8 000 $. Alors que l'homme sort de la banque avec un sac de billets, un client qui a été témoin de la scène comprend qu'il a assisté à un cambriolage et passe à l'action. Il a appelé la police, a suivi le suspect jusqu'à la porte. De la banque avec un sac de billets, un client qui a été témoin de la scène comprend qu'il a assisté à un cambriolage et passe à l'action. Il a appelé la police, a suivi le suspect jusqu'à la porte. Quand le voleur monte dans sa voiture, le témoin le voit lire quelques feuilles de papier sur lesquelles figurent ses instructions, comme dans le film Saw. Il a démarré et il a roulé de la banque à un fast-food qui se trouvait à quelques mètres de l'autre côté du parking. Au même moment, toute la police de l'agglomération se rendait sur les lieux. Un premier agent de la police de Pennsylvanie est arrivé sur les lieux et il a aperçu la voiture du braqueur. Ce qui est intéressant, c'est que la police pensait qu'il aurait quitté la ville, mais elle l'a retrouvé à une trentaine de mètres de la banque, devant un fast-food. Vous, dans la voiture! Le premier agent se gare derrière le braqueur, tandis qu'un second le bloque par l'avant. Ouvrez la portière du véhicule. Avancez de 2 pas. À genoux. Mettez les mains derrière la tête. J'ai une bombe, monsieur. Plus un geste. Je ne bouge pas. Faites attention, j'ai une bombe. Les policiers ont pris leur distance avec le suspect. Il était menotté, à genoux, près de sa voiture. Code 9, code 9. Le suspect dit avoir une bombe. Code 9, envoyez du renfort. Merci. Ils ont appelé le commissariat et demandé une équipe de déminage. Ils se sont écartés et ils ont formé un périmètre de sécurité autour de l'individu. Il faut garder en tête que personne ne tenait à mourir. Ils ont attendu et attendu que l'équipe de déminage arrive. Où en est l'équipe de déminage? Au moins l'une des chaînes de télévision d'Erie avait déjà commencé à diffuser la scène en direct. Il a une bombe sur la poitrine. Si elle explose, ça va faire sauter tout le quartier. Tandis que l'équipe de déminage est en route, le cambrioleur implore l'aide de la police. Pourquoi personne ne vient m'enlever ce truc? Le FBI est intervenu car il est en charge des braquages. Les inspecteurs assistaient eux aussi à la scène. En général, les braqueurs ne finissent pas à genoux au milieu de la rue avec une bombe autour du cou. Les inspecteurs et les policiers identifient rapidement le braqueur, Brian Wells. Le cambrioleur conduisait son propre véhicule. Ils ont relevé la plaque d'immatriculation et la voiture appartenait à un certain Brian Douglas Wells. Il est menotté. Votre zoom à quelle portée? Vous pouvez zoomer sur le suspect?
On est en direct. Zoom sur l'homme. Ils ont fait un arrêt sur image et ils ont confirmé que la photo du permis de Brian Wells coïncidait avec l'homme à la bombe. Brian Wells est un livreur de pizza du coin, au casier judiciaire vierge. Il raconte aux policiers l'histoire étrange qui l'a mené à braquer une banque. J'ai livré des pizzas à 3 hommes, près des tours relais. Ils m'ont forcé. Ils avaient une arme. Ils allaient me tuer. Ce sont eux qui ont mis la bombe sur moi. Ça va exploser. Il a crié à la police. Je suis allé au tour relais. 3 hommes m'ont attrapé. Ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont attaché cette bombe autour du cou. Et ils m'ont forcé à braquer la banque. Je dis la vérité! Il ajoute qu'on lui a donné une liste d'instructions à suivre pour avoir la clé. Je pense qu'il y a des similitudes entre ce qui est arrivé à Brian Wells et le film Saw. Il a eu un laps de temps imparti pour voler une certaine somme, sans quoi la bombe exploserait. Imaginez la tension qui devait régner, à attendre que la bombe explose ou n'explose pas. Soudain, la bombe commence à... faire un son bizarre. Ça fait tic-tac. Baissez vos armes. Imaginez la tension qui devait régner, à attendre que la bombe explose ou n'explose pas. Soudain, la bombe commence à faire un son bizarre. Ça fait tic-tac. Baissez vos armes et appelez l'équipe de déminage. Ça fait tic-tac. Et tout à coup, ils ont entendu ce son. Bip, bip, bip. Et ça allait de plus en plus vite. Venez m'aider! Il a tenté de se lever, il sentait qu'il se passait quelque chose. Et soudain, ça a explosé. L'homme était assis là depuis 15 heures quand tout à coup, il y a eu une grosse explosion. Il est tombé sur le dos et les policiers se sont précipités. Comme vous pouvez le voir, ils le tiennent toujours en joue parce qu'ils ne savent pas s'il est mort ou non. On est maintenant sûr qu'il avait une bombe et qu'il a fait sauter devant les agents de la police d'État et du FBI qui étaient sur place. Quand la bombe a explosé, elle était située contre sa poitrine. Il a été tué sur le coup. En une fraction de seconde, on est passé d'un braquage de banque à une enquête pour meurtre. Mais les enquêteurs ignoraient s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide. Malheureusement, l'équipe de déminage arrive 3 minutes après la mort de Brian Wells. Dès leur arrivée, ils ont sorti leur matériel et ils ont enfilé leur masque. Ils se sont approchés lentement de la voiture. Un démineur a inspecté la voiture et s'est mis à crier « Positif ». Positif, positif! On a une autre bombe! Il y avait une autre bombe dans la voiture. La police est loin d'imaginer que la mort de Brian Wells n'est que le début d'une partie de cache-cache qu'ils vont jouer avec le véritable Jigsaw. Dans le film Saw, 2 hommes sont victimes d'un tueur en série surnommé Jigsaw. Il joue avec ses victimes et leur offre une dernière chance de survie. Il faut tuer quelqu'un ou mourir soi-même. Qui peut faire un tel choix? Il n'y a pas pire mort. À Erie, en Pennsylvanie,
La police réalise que le braqueur de banque Brian Wells est peut-être la victime d'un poseur de bombes fou. Elle va rechercher désespérément qui est cet authentique Jigsaw. En direct d'Erie, en Pennsylvanie, où un braquage... Un démineur a inspecté la voiture et s'est mis à crier « Positif !» en découvrant la canne que Brian Wells avait dans la banque. Ils ont trouvé la canne de Monsieur Wells et ont vite vu que c'était plus qu'une simple canne. C'était une arme à feu artisanale. Même si la canne n'est pas une bombe, comme l'a d'abord pensé le démineur, les inspecteurs trouvent à l'arrière des instructions rédigées à la main. Autant d'indices qui font directement penser à Saw. J'ai quelque chose. Ils ont trouvé une lettre de 9 pages qui aurait été écrite par les personnes qui ont installé la bombe sur Monsieur Wells. Il y était écrit ce qu'il devait faire pour braquer la banque, comment trouver les clés qui désamorceraient la bombe qu'il avait autour du cou et comment il pourrait en sortir vivant. La première instruction était « Acte 1, réfléchissez plus tard ou vous mourrez ». On savait désormais que Brian Wells faisait une chasse au trésor. Il le faisait pour sauver sa peau. Les autres instructions dictaient où Brian devait se rendre après avoir braqué la banque. Il devait aller au panneau du fast-food, où il trouverait une pierre. Sous la pierre, il y aurait d'autres instructions. Tout comme l'intrigue de Saw, l'affaire est bien plus complexe qu'un braquage de banque. Les enquêteurs se demandaient comment on en venait à voler une banque de cette façon. Pour comprendre qui aurait pu cadenasser une bombe au cou de Brian Wells pour qu'il braque une banque, les enquêteurs décident de s'intéresser à la vie qu'il menait. Bonjour monsieur. Établir une victimologie pour comprendre qui est la victime et quel rôle elle a joué. Le FBI a reconstitué l'emploi du temps de la journée qui a précédé la mort de Monsieur Wells. Bonjour monsieur. Bonjour. Agent Brown, FBI. Je voudrais parler au patron. Tony est là? Tony, la police veut te parler. Bonjour Tony. Ils sont allés à la pizzeria Mamma Mia, où ils travaillaient. On voudrait vous parler de monsieur Wells. Robert, tu peux venir? Le FBI est allé à la pizzeria Mamma Mia pour interroger son patron Tony et des collègues à lui. L'un d'eux, Robert Pinetti, est assez proche de Brian. Il le connaissait bien. Bonjour Robert, je suis l'agent Carter. Voici l'agent Brown, FBI. Bonjour. On voudrait vous poser quelques questions sur Monsieur Wells. Toutes mes condoléances. Merci. Vous avez remarqué des changements dans le comportement de Monsieur Wells ces dernières semaines? C'était quelqu'un de réservé, d'assez introverti. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu lui faire ça. Ils apprennent que Brian était un homme discret, pas très loquace. Il n'était pas du genre à braquer une banque. Brian Wells restait une énigme sur de nombreux points. Il était en règle, il occupait le même emploi depuis 10 ans. La seule fois où il n'était pas venu travailler, c'était à la mort de son chat. Le jour où Brian est mort était un jour comme les autres. Brian est allé travailler comme d'habitude, aux mêmes heures. Tiens, ton argent. À ce moment-là, quelqu'un a appelé. Pizzeria Mamma Mia, que puis-je pour vous? Désolé, vous pouvez répéter? Je ne comprends pas. Brian? Brian? Oui? Tu peux lui parler? Il marmonne, je sais pas quoi lui dire. Mamma Mia? Comment? Je ne le comprends pas non plus.
2 pizzas pepperoni. Vous êtes au 8, 6, 3, 1 peach. Vous êtes sûr? Très bien, c'est noté. Merci, monsieur. Ce gars veut 2 grandes pepperoni au 8, 6, 3, 1 peach. Mais c'est un cul-de-sac. C'est cet appel qui allait changer la vie de Brian Wells. S'il n'avait pas répondu au téléphone, il serait encore en vie. Brian s'est rendu à l'adresse indiquée. Mais le 8631 Peach n'était pas une maison ni un bureau. C'était une allée de gravier qui menait au tour relais de la ville. Quand on était dans ce coin-là, on était au milieu de nulle part. On se trouvait à 130 mètres de la route. Grâce aux déclarations que Brian a faites à la police avant de mourir dans l'explosion, les enquêteurs connaissent déjà la suite. Brian a dit que 3 hommes l'attendaient assis quand il est arrivé avec ses pizzas. Ne tirez pas! Je n'ai pas... Il a raconté qu'il lui avait tiré dessus et qu'il avait essayé de s'enfuir. Ils l'ont forcé à se mettre à terre. C'est une bombe? L'un des hommes lui a confirmé qu'ils étaient bien en train de l'équiper d'une bombe et qu'il avait ordre de cambrioler une banque avec cette bombe cadenassée au cou. Voici les instructions. Tu as 50 minutes pour les exécuter et on désamorce la bombe. Sinon, t'es mort. Ça ressemble beaucoup au film Saw. Après que Jigsaw a kidnappé ses victimes, il les place dans une situation de vie ou de mort et elles doivent trouver une issue de secours dans le temps imparti. Mais Brian Wells est incapable de finir sa mission. Après le braquage, Brian Wells n'a pu se rendre qu'au premier endroit dicté par les instructions, car la police l'a arrêté juste après, à côté du fast-food. Une grande question demeure. Que se serait-il passé si Brian Wells avait suivi le reste des instructions? Quand le FBI a trouvé les lettres, il les a examinées. Ils ont décidé de suivre le même chemin que Brian ce jour-là et d'aller là où on lui demandait d'aller. Les instructions suivantes dictaient à Brian de rejoindre l'autoroute et de rouler jusqu'à un panneau kilométrique. Au pied de ce panneau, il y aurait une boîte emballée de rubans adhésifs orange, avec à l'intérieur d'autres instructions. Dictait à Brian de rejoindre l'autoroute et de rouler jusqu'à un panneau kilométrique. Au pied de ce panneau, il y aurait une boîte emballée de rubans adhésifs orange, avec à l'intérieur d'autres instructions. Ils se sont rendus sur place et ont trouvé la boîte. Ils l'ont ouverte et ils ont trouvé d'autres instructions. Une boîte emballée de rubans adhésifs orange, avec à l'intérieur d'autres instructions. Ils se sont rendus sur place et ont trouvé la boîte. Ils l'ont ouverte et ils ont trouvé d'autres instructions qui les guidaient vers un autre endroit. Et ils s'y sont rendus, bien évidemment. Les enquêteurs ont trouvé l'indice suivant. C'était un bocal, mais il était vide. Ils auraient dû y trouver les clés pour désamorcer la bombe que Brian Wells portait autour du cou. Quand la police a vu que les clés n'étaient pas dans le bocal, ils ont compris que celui qui se cachait derrière cette conspiration de braquage de banque n'avait jamais eu l'intention d'offrir une chance de survie à M. Wells. La police n'avait aucune piste. Les inspecteurs ont décidé de rendre publiques certaines informations pour glaner de nouveaux indices et ils ont baptisé l'auteur du crime le tueur au collier bombe. Je vais vous montrer la photo du mécanisme qui était cadenassé au cou de la victime avant qu'elle entre dans la banque.
Je voudrais que vous compreniez à quel point il est important que celui ou celle qui a déjà vu un dispositif similaire nous appelle pour nous donner de plus amples informations. Le 31 août, soit 3 jours après le meurtre de Brian Wells, une nouvelle mort ébranle la ville d'Erie, en Pennsylvanie. Robert Pinetti, ami et collègue de Brian à la pizzeria Mamma Mia, est retrouvé mort chez lui. Il devait y avoir un lien entre ces deux morts. Le vrai Jigsaw a-t-il fait une autre victime? Les habitants d'Erie étaient sidérés par le tour que prenaient les événements. Et ils avaient peur. S'il avait frappé une seconde fois, où allait-il s'arrêter? Allait-il faire d'autres victimes? Plus l'enquête traînerait sans arrêter personne, plus les gens allaient avoir peur. Dans le film Saw, le réalisateur James Wan base son intrigue sur un objet qui marche à coup sûr, une bombe à retardement. Cette technique narrative pétrifie les spectateurs sur leur siège. Mais à présent, c'est la police qui court après le temps pour trouver un vrai tueur, encore plus effrayant que celui du film. Ce qui est génial dans le film Saw, c'est que rien n'est ce qu'il paraît être. Les mobiles de Jigsaw, les raisons pour lesquelles il agit ainsi sont très complexes. C'est la même chose avec le tueur au collier bombe. Les enquêteurs ont un autre cadavre sur les bras. Robert Pinetti, ami et collègue de Brian Wells, est retrouvé mort à son domicile. Serait-ce une victime du tueur au collier bombe? Ouais, c'est bien lui. Ils ont tout de suite pensé que c'était l'œuvre du tueur au collier bombe. Quand on a deux victimes étroitement liées, il doit y avoir un lien. Et les enquêteurs ont trouvé que c'était vraiment bizarre. La police et le FBI étaient d'accord sur un point, c'était étrange. Il devait y avoir un lien. Mais lequel? Les médecins légistes ont du mal à déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. Les enquêteurs ont trouvé des seringues, de la drogue et un cadavre. Ils se sont demandé s'ils avaient affaire à une overdose, à un suicide, ou si quelqu'un faisait croire à une mort volontaire pour tuer en toute impunité. Les enquêteurs épluchent le passé de Robert Pinetti et pensent que sa mort n'a peut-être rien à voir avec le tueur au collier bombe. En effet, il avait été toxicomane et nul n'ignorait qu'il consommait de la drogue. On aurait pu penser que les deux affaires étaient liées, mais ce n'était pas le cas. C'était un étrange coup du sort, une simple coïncidence. La police a essayé, mais elle n'est pas parvenue à corréler sa mort au tueur au collier bombe. La mort de Pinetti étant officiellement classée en overdose accidentelle, les enquêteurs reprennent leur course contre la montre pour résoudre cette affaire étrange. L'affaire piétinait, mais avec toutes les informations qu'ils avaient recueillies, la police et le FBI étaient en mesure de dresser le profil du tueur au collier bombe. Ils commencent par s'intéresser au t-shirt que Brian Wells portait pour braquer la banque. Le t-shirt que portait Brian Wells pour cacher la bombe affichait la marque Guess, qui veut dire « deviner » en anglais. On peut voir ça comme du sarcasme. Devinez donc qui est la tête pensante de ce petit jeu. Ce petit jeu de devinette rappelle le film Saw. On peut voir ça comme du sarcasme. Devinez donc qui est la tête pensante de ce petit jeu. Ce petit jeu de devinette rappelle le film Saw. Dans Saw, le personnage prénommé Jigsaw joue au chat et à la souris avec la vie des gens. On pourrait penser que c'est un fou qui choisit ses victimes au hasard. Mais comme le tueur à la bombe d'Erie, son mobile est bien plus profond et sinistre.
Pour mieux identifier le coupable, les enquêteurs reconstruisent méticuleusement le collier-bombe. Ils se sont vite aperçus que c'était un dispositif très ingénieux. Il n'était pas compliqué, mais il était truffé de pièges. Si l'équipe de déminage était arrivée plus tôt, tout avait été pensé pour en retarder le désamorçage. Il n'était pas compliqué, mais il était truffé de pièges. Si l'équipe de déminage était arrivée plus tôt, tout avait été pensé pour en retarder le désamorçage. Tout le système semblait avoir été imaginé pour alimenter l'ego d'une personne qui prenait un malin plaisir à se faire passer pour un génie du crime. Tandis qu'il reconstitue le profil de ce manipulateur inconnu, les enquêteurs tombent des nues. Un élément inattendu relance l'affaire du tueur au collier-bombe. Près d'un mois après la mort de Brian Wells, un homme a appelé la police et a déclaré avoir un cadavre dans son congélateur. L'homme dit être William Rostin. Monsieur Rostin? Oui. Vous avez appelé? Oui. Pour un cadavre? Oui. Sortez, s'il vous plaît. La police ignore encore que cet appel, qui semble n'avoir aucun rapport, va bouleverser l'enquête. Monsieur Rostin a appelé la police pour déclarer qu'il y avait un cadavre dans son congélateur, mais qu'il n'avait tué personne. Il déclare que c'est son ex-petite amie, Marjorie Dill Armstrong, qui l'a tué. Cette découverte n'est pas la seule à mettre la puce à l'oreille des inspecteurs sur ce cadavre gelé. La maison de Rostin se trouvait juste à côté du lieu où Brian Wells avait livré des pizzas. Peut-être que ce n'est qu'une simple coïncidence, peut-être pas. Le FBI a de nouveau espoir de mettre la main sur le tueur au collier-bombe. Mais il est en pleine course contre la montre et la mort. Voyez les choses en face. La vérité mourra avec moi. Dans le film d'horreur culte Saw, le méchant Jigsaw est un génie maléfique qui organise méticuleusement la mort de ses victimes. Dans le film d'horreur culte Saw, le méchant Jigsaw est un génie maléfique qui organise méticuleusement la mort de ses victimes. Il orchestre un jeu dans lequel ses victimes doivent choisir entre la vie et la mort. Du début à la fin, elles se demandent « Pourquoi moi ?» Il semblerait que Brian Wells doive sa mort à un Jigsaw en chair et en os. Quand un habitant d'Erié du nom de William Rostin appelle la police pour dénoncer le meurtre involontaire commis par son ex-petite amie, les inspecteurs pensent que ce crime n'est peut-être pas aussi accidentel qu'il le dit. Eh bien, Marjorie m'a appelé et m'a dit qu'elle avait un problème. Elle voulait... Ce programme compte son ex William Ross. Que l'homme du Marjorie Dill Armstrong. Eh bien, Marjorie m'a appelé et m'a dit qu'elle avait un problème. Elle voulait que je l'aide à tout nettoyer. Donnez le nom complet de Marjorie. Marjorie Dill Armstrong. Vous pouvez continuer. Elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec son petit ami James Roden et qu'elle lui avait tiré dans le dos avec un fusil. Rostin a raconté à la police que l'homme du congélateur était James Roden, le petit ami de l'époque de Marjorie Dill Armstrong.
Mais pourquoi Marjorie a-t-elle voulu tuer son petit ami James Roden? Et pourquoi a-t-elle demandé l'aide de son ex William Rostin? C'était un carnage. Il y avait du sang partout. Elle voulait que je m'occupe du ménage et que je me débarrasse du corps. Pourquoi avoir attendu pour nous le dire? Elle a acheté mon silence 70 000 $. 70 000 $. Bon. Vous voulez ajouter autre chose? Je veux juste que vous sachiez que je n'ai rien à voir avec le meurtre de Brian Wells. Brian Wells, c'est le collier bombe? L'inspecteur a été surpris qu'un homme interrogé sur une toute autre affaire se mette à dire sans raison « Je n'ai rien à voir avec le meurtre du tueur au collier bombe ». Pourquoi vous me dites ça? Avec ce que vous dites, je vais penser que vous êtes impliqué de quelque manière que ce soit. Vous l'êtes? Le FBI veut garder un œil sur Rostin. Il est arrêté pour maltraitance sur cadavre. Les télévisions locales s'emparent de l'affaire. Dès qu'il y a une grosse couverture médiatique et que tout le monde veut savoir où en est l'enquête, il faut en tirer parti. Les enquêteurs ne se sont pas gênés. La médiatisation de l'affaire pousse un témoin à sortir de l'ombre. Il dit à la police avoir vu William Rostin téléphoner d'un téléphone public le jour de la mort de Brian Wells. La police analyse les relevés téléphoniques et découvre qu'un appel a bien été passé à la pizzeria Mamma Mia le jour en question. Pizzeria Mamma Mia? Quand ils ont demandé à William Rostin s'il avait appelé d'un téléphone public, il a avoué que c'était lui. Un second témoin se présente à la police et dit avoir vu Rostin à la décharge quelques jours avant son arrestation. Quelqu'un a vu William Rostin jeter près de 500 kilos d'on ne sait trop quoi à la décharge. Ça a prouvé aux enquêteurs que Rostin avait essayé de dissimuler des preuves. À partir de cet instant, les inspecteurs étaient certains que William Rostin était impliqué dans le meurtre, mais il leur manquait une preuve tangible. Et cette preuve tangible jaillit d'une source inattendue. Par chance, ils avaient sous la main une personne qui pouvait relier Rostin à Brian Wells. L'ex-petite amie de Rostin, Marjorie Deal Armstrong, la femme qui avait tué James Roden. Ce n'est pas ma faute. William Rostin est un fieffé menteur. Il va être jugé. Mais les enquêteurs sont encore à 1000 lieues de comprendre comment élucider l'affaire du tueur au collier bombe. Marjorie Deal Armstrong a été placée en détention et elle a commencé à beaucoup parler. Il a créé cette bombe. Il a fabriqué la bombe. William a eu cette idée géniale d'attraper Brian Wells pour qu'il braque une banque pour nous. Elle a raconté que William Rostin n'était pas innocent dans la mort de Brian Wells. Mais ça n'a aucun sens. Ils étaient face à un sérieux dilemme parce que cette femme était psychologiquement instable. Elle leur livrait de précieuses informations, mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'en servir. Ce serait inexploitable au tribunal. S'ils ne pouvaient pas se servir du témoignage de Marjorie Deal Armstrong, et s'ils n'auditionnaient aucun nouveau témoin, le mieux qu'ils avaient à faire était de mettre la pression sur William Rostin. Mais le FBI ignorait qu'il leur réservait une information qui changerait la donne. Avouez, on sait que vous êtes impliqué. Impliqué? Mais qui vous a dit ça? Marjorie, votre ex, elle nous a tout dit. Marjorie? Elle est folle. Personne ne la croira jamais. Il s'avère que William Rostin garde un atout dans sa manche. J'ai un cancer. En phase terminale. Dans un mois, je serai mort. Ils ont appris que William Rostin avait un cancer et qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Voyez la réalité en face. La vérité mourra avec moi. C'est aussi sinistre que dans le film Saw.
Dans Saw, on diagnostique un cancer en phase terminale au génie Jigsaw. Il sait qu'il va mourir. Il enrage que la plupart des gens ne savent apprécier la vie qu'ils ont. Il pense que s'ils ne savent pas l'apprécier, ils ne méritent pas de la vivre. William Rostin prouve qu'il ressemble au Jigsaw du film, en plus cruel. Il allait bientôt mourir. Ça mettait la pression sur les inspecteurs. Ils devaient forcer Rostin à avouer le meurtre de Brian Wells avant qu'il meure à son tour. Avez-vous tué Brian Wells? Ils l'ont interrogé sur son lit de mort, si l'on peut dire, mais il n'a pas voulu admettre sa culpabilité. Le 30 juillet 2004, William Rostin meurt d'un cancer. Rostin est mort et a emporté l'affaire avec lui. Mais il n'emporte pas avec lui tous ses secrets. Soudain, un nouveau témoin est apparu, un certain Kenneth Barnes. Et Kenneth Barnes fait une grande révélation à la police. Il dit que ce William Rostin n'était pas le génie qui avait créé le collier-bombe. Et si Marjorie Deal Armstrong n'est pas aussi inapte qu'elle semble l'être? Dans Saw, personne ne sait ce qui va se produire avant la fin. Et comme dans le film, l'affaire du collier-bombe qui ébranle les rillets va connaître un incroyable dénouement quand le suspect numéro 1, William Rostin, meurt d'un cancer avant que l'affaire soit officiellement élucidée. Après la mort de Rostin, la seule personne qui pouvait établir un lien entre Rostin et Brian Wells, c'était Marjorie. Mais elle était jugée psychologiquement inapte. Par chance, Marjorie est incarcérée pour avoir congelé son petit ami, James Roden. Mais les enquêteurs ne savent toujours pas comment relier la mort de James Roden à l'affaire du collier-bombe. Il leur reste un autre point important à élucider. Qui est le cerveau qui se cache derrière ce meurtre étrange? Quand Marjorie était incarcérée, elle a dit détenir d'autres informations sur l'affaire du collier-bombe. Elle voulait conclure un accord en échange de ce qu'elle savait. Est-ce que vous pouvez me sortir d'ici? Si vous coopérez, je verrai ce que je peux faire. Ils ont accepté. Elle s'est mise à parler beaucoup de Rostin. Même si Marjorie Deal Armstrong était psychologiquement instable, elle délivrait de précieuses informations. J'ai donné le minuteur à William pour la bombe. Marjorie a donné aux inspecteurs la marque du minuteur. Elle en a fait une description très précise. L'information n'avait pas été révélée publiquement. C'était un élément que seule une personne impliquée pouvait savoir. Mais le FBI tombe des nues en apprenant une information qu'il n'avait pas vue venir. Soudain, un nouveau témoin est entré en scène. Un homme du nom de Kenneth Barnes. Kenneth Barnes faisait de la prison pour drogue et il était prêt à coopérer pour en sortir. Barnes a expliqué aux inspecteurs que William Rostin n'était pas le maître de ce jeu diabolique. C'était Marjorie Deal Armstrong. Il leur a dit qu'ils pêchaient souvent ensemble et qu'il la connaissait depuis des années. Il leur a avoué que Marjorie Deal Armstrong lui avait demandé s'il était prêt à tuer son père pour elle. Marjorie dit à Kenneth que son père vaut une petite fortune. Marjorie était l'unique héritière et elle croyait qu'elle hériterait de la fortune de son père à sa mort. Tu ferais ça? Quoi donc? Elle a demandé à Kenneth, « Tu voudrais bien tuer mon père pour moi ?» Et il a répondu « Oui », contre 250 000 $. Il plaisantait, mais Marjorie a pris sa réponse au pied de la lettre. C'est moins qu'on puisse dire. Et où vas-tu trouver l'argent? Je sais que t'en as pas. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de braquer une banque. C'était pour payer Kenneth Barnes pour tuer son père. D'après les dires de Kenneth Barnes, c'est elle qui a élaboré le plan.
Elle a sollicité l'aide de plusieurs personnes. Kenneth Barnes devait tuer son père et William Rostin devait assembler la bombe. Mais pourquoi l'homme du congélateur, James Roden, le petit ami de Marjorie, devait-il mourir? Elle a demandé à James Roden de se joindre à eux. Il a accepté, mais quand il s'est rendu compte de la coquette somme qu'elle allait toucher à la mort de son père, il a commencé à la menacer. Il a dit qu'il l'aiderait à condition qu'elle lui promette plus, sans quoi il révélerait tout à la police. Marjorie ne voulait pas courir le risque et elle l'a tué. Les inspecteurs connaissent maintenant tous les détails sur l'affaire. Tous, sauf un. Pourquoi Marjorie et toute sa clique ont jeté leur dévolu sur Brian Wells pour braquer la banque? Kenneth Barnes a surpris tout le monde en révélant que Brian Wells avait toujours fait partie du plan. Mais pourquoi Brian Wells aurait été un conjuré plus qu'une victime? Brian Wells avait une petite amie. Elle était une prostituée accro au crack. Son dealer était Kenneth Barnes. Elle était de plus en plus dépendante et elle avait besoin d'argent. Son dealer, Kenneth Barnes, est allé voir Brian Wells et lui a dit « Je vais braquer une banque. Tu devrais te joindre à moi. On empocherait tellement d'argent que tu pourrais subvenir aux besoins de ta petite amie. » Brian Wells a accepté de participer au braquage, mais il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Il n'imaginait pas qu'il le paierait de sa vie. Brian Wells ne se doutait pas que la proposition de Kenneth Barnes faisait partie d'un crime complexe orchestré par William Rostin et Marjorie Diehl Armstrong. Quand il est arrivé avec les pizzas ce jour-là, on lui a dit que la bombe n'était pas une fausse bombe, comme prévu initialement. Et il a tout de suite voulu abandonner. Mais ça ne faisait pas partie du plan. Ils lui ont cadenassé la bombe autour du cou et ils ont enclenché le minuteur. Rostin a dit « Tu as 50 minutes. » Tic-tac, tic-tac. Brian Wells ne savait pas qu'il pouvait facilement manipuler le minuteur de cuisine pour gagner du temps. Le 1er novembre 2010, Marjorie Diehl Armstrong est condamnée à 30 ans d'emprisonnement pour le rôle qu'elle a tenu. Vous avez conçu la bombe? Non. Alors âgé de 45 ans, Barnes est condamné pour homicide, mais sa peine est réduite à 20 ans, car il a coopéré avec la police. William Rostin et Brian Wells sont déclarés conjurés à titre posthume. Mais une question en suspens continue de tarauder les inspecteurs. Qui était vraiment le génie du collier-bombe? Les enquêteurs se demandent encore si Rostin était le génie qui avait imaginé la bombe ou s'il était un simple pion de plus pour Marjorie. Je pense que William Rostin a voulu commettre ce meurtre parce qu'il savait qu'il était condamné par son cancer. Il voulait que le monde se demande éternellement s'il était le tueur au collier-bombe. Quand on regarde l'affaire de plus près, on en revient toujours à ce pauvre Brian Wells. Le pauvre et solitaire Brian Wells, qui ne savait pas qu'il était en train de jouer sa vie sur ce coup pour une égocentrique qui n'en avait rien à faire de lui. C'est triste parce que c'est lui qui est mort. C'est lui qui a été tué. Lui qui voulait seulement vivre heureux avec sa petite amie. Alors que pour ces dégénérés égoïstes que sont Rostin et Marjorie, ce n'était qu'un jeu, avec la vie d'un homme. C'est si triste que ça en devient incroyable. Et comme l'inoubliable film Saw, l'affaire du collier-bombe restera longtemps dans les mémoires. Ce qui est génial dans le film Saw, c'est que rien n'est ce qu'il paraît être. Les mobiles de Jigsaw et les raisons pour lesquelles... L'inoubliable film Saw, l'affaire du collier-bombe
restera longtemps dans les mémoires. Ce qui est génial dans le film Saw, c'est que rien n'est ce qu'il paraît être. Les mobiles de Jigsaw et les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait sont complexes. C'est aussi vrai pour le tueur au collier-bombe, Terrier. Encore aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi. Pourquoi faire tout ça pour braquer une banque? C'est justement ce que le tueur au collier-bombe voulait. Il voulait laisser un héritage et ne pas tomber dans l'oubli.